l'option pour la paix, c'est au fond l'option pour la vie. Il n'y a pas de vie en état de conflit, en état de guerre. C'est pour cela qu'il faut lutter, par exemple, contre l'idéologie de la compétitivité comme élément de progrès de chacun de nous. La compétitivité de quelqu'un signifie la mort, la disparition de l'autre. Donc, la paix est la condition de la vie. Et l'exemple de l'eau est très emblématique parce qu'il montre qu'on ne peut pas avoir accès à l'eau, donc à la vie, si on ne crée pas les conditions de la non-violence entre les personnes par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à l'usage d'eau. En revanche, chaque fois que l'on multiplie les conflits autour de l'eau pour l'usage agricole, pour l'usage industriel, pour l'usage domestique, on augmente les tensions et les rejets et la négation de l'autre. Et donc, on ne construit pas la paix à partir du moment où il y a des conflits qui ne sont pas réglementés, qui ne sont pas résolus sur la base du fait que l'accès à l'eau est la condition pour la vie pour tout le monde et que l'accès à l'eau potable ou pour l'irrigation est la condition de la sécurité commune des gens. Donc, faire la paix, moi je dirais qu'il faut commencer aussi par faire la paix avec l'eau. Avec l'eau dans le sens de ne pas lui faire violence. Aujourd'hui, nous avons tout détruit par rapport à l'eau. Nous avons fait disparaître 50 000 lacs dans le monde. Nous avons séché des centaines et des centaines de fleuves. Il y a des fleuves, des grands fleuves qui n'amènent plus l'eau à la mer. On a séché les nappes. En Chine, en Inde, aux États-Unis, le niveau moyen des nappes phréatiques a baissé aux États-Unis d'1,5 mètre, en Chine de 3 mètres. Les nappes qui contiennent encore de l'eau contiennent de l'eau contaminée, polluée. On a fait violence à la vie et à travers notre manière dévastatrice et prédatrice de l'eau. Et c'est pour cela que l'autre manière de faire la paix avec l'eau, c'est justement d'organiser au plan mondial l'accès et l'utilisation de l'eau dans le respect de la vie et dans le respect de la vie des écosystèmes mondiaux. Et c'est pour cela qu'il faut inventer ce que je dirais l'eau transnationale, l'ingénierie transnationale autour de l'eau, une ingénierie politique, une ingénierie financière, une ingénierie institutionnelle qui permet aux populations qui habitent des bassins hydrologiques qui sont tous multinationaux, les eaux ne voient jamais les frontières, et qui fait que donc que ces bassins qui est divisé par des frontières politiques deviennent au contraire le berceau d'une coopération et d'une souveraineté partagée sur les ressources naturelles et sur une politique d'usage des ressources naturelles vitales pour la vie, pour assurer la sécurité collective et le bien-être commun. Voilà un peu c'est que la conception d'une politique humaine et vitale de l'eau peut apporter et à contribuer à cette logique de la paix à travers l'eau. La paix finalement signifie reconnaître que l'existence de l'autre est condition essentielle pour notre propre existence. Que faire alors concrètement? Il y a énormément de choses à faire. Sur le plan d'abord des règles, les lois. Il faut affirmer que l'accès à l'eau est un droit humain universel. Et donc prendre toutes les mesures financières, institutionnelles, économiques pour concrétiser les principes. Donc, mais sans règles, sans loi, il n'y a pas d'obligation. Donc la première chose à faire, établir les règles. Et ensuite, c'est donner les moyens financiers, économiques, institutionnels et juridiques pour les faire respecter les règles, pour les faire appliquer. Deuxième chose, il faut changer, et ça c'est pas si facile, il faut changer complètement notre système de production des biens et des services. Nous devons modifier notre notion de la croissance économique. Tant qu'on reste dans la logique de la croissance économique, il n'y aura jamais de paix, ni pour l'eau, ni pour l'alimentation, ni pour l'énergie, ni pour l'air. Il y aura toujours les guerres. Parce que la croissance économique a internement le concept d'agression de la nature, d'agression de la propriété des autres, d'agression des biens existants. Donc une logique agressive
ne peut jamais produire une logique de paix. Et troisièmement, effectivement, il faut que tout ce qui aujourd'hui se réfère à des principes spirituels, il faudrait qu'il quotidiennement il pratique ce qu'il pense. Parce que moi je me demande souvent à quoi sert ce milliard de catholiques qui dit croire en Dieu, à la vie. À quoi sert ce milliard de musulmans qui croient dans la vie de Dieu? À quoi sert les 800 millions de bouddhistes? À quoi sert ces 800 millions encore de shintoïstes, etc. Ils sont presque 4 milliards, les gens qui se disent défenseurs de religion. Quoi, ils n'ont aucun pouvoir, ces 4 milliards de gens. Ils ne peuvent pas contribuer à changer la vie. À quoi bon ils croient en Dieu? Si après 4 milliards ils sont, alors quoi, ils sont impuissants? Ils n'ont aucune influence? À quoi bon croire alors? À quoi avoir des églises? On ne peut pas en avoir aucune influence. Et donc je pense que là il y a un enjeu fondamental sur la paix. C'est-à-dire que ceux qui se disent croyants, et moi j'en suis un, ceux qui se disent croyants devraient être conformes à leurs déclarations. Et ça sont des choses concrètes à faire.